Bonjour mes chers amis. On m'a chargé de traiter aujourd'hui les principes d'anesthésie du patient critique Covid+, vu qu'on vit actuellement une période très difficile, une période de pandémie caractérisée par un nombre élevé de cas Covid+, et un nombre de mortalité élevé. Et l'anesthésiste réanimateur, il est confronté à cette situation vu la prise en charge en réanimation et la prise en charge au bloc opératoire. Le Covid+, c'est une pathologie, c'est-à-dire due au SARS-CoV-2, qui est responsable de cette pandémie avec un taux de mortalité élevé. Pour la prise en charge d'un malade au bloc opératoire, le plan d'action d'anesthésie doit être bien préparé et verbalisé entre les professionnels du bloc avec une assignation claire pour tout le monde. Les agents d'anesthésie, c'est-à-dire les drogues d'anesthésie, que ce soit les morphiniques, les hypnotiques, les curares, doivent être bien préparés à l'avance, de même que l'équipement d'anesthésie. L'entraînement du personnel avant le premier patient index doit être nécessaire pour éviter les erreurs, et l'élimination bien sûr des déchets contaminés suit automatiquement les règles Covid établies par l'équipe d'hygiène de l'hôpital ainsi que les infectiologues. Pour accueillir un patient au bloc opératoire, tout le personnel impliqué dans la prise en charge doit porter un équipement de protection individuelle, très important pour éviter la contamination. Cet équipement est composé d'un masque de protection, idéalement FFP2, sinon, au minimum, un masque chirurgical qui doit être correctement ajusté au visage. Les lunettes de protection, une blouse chirurgicale munie de poignets et de manches imperméables, ainsi que les gants non stériles. Au bloc opératoire, un entraînement du personnel avec des procédures d'habillage et de déshabillage est nécessaire parce que le risque de contamination et de transmission de virus est très important durant cette phase. Une stricte adhérence et une vigilance doit être constante. Intérêt d'hygiène des mains avant mise en place et l'ablation de l'équipement de protection individuelle. Et bien sûr, le risque maximal de contamination, c'est surtout lors de déshabillage qui doit être fait en fin de procédure et qui doit être fait sous supervision d'un collègue au bloc. Pour la préparation du patient et procédure d'ouverture de la salle, bien sûr, avant l'arrivée, le transfert d'un patient qui est Covid plus patient infecté ou un cas possible doit être planifié. C'est-à-dire, les couloirs et les ascenseurs doivent être dégagés de toute personne lors du transfert pour éviter la transmission et la contamination des patients qui passent par le même couloir. Le patient doit porter un masque de soins chirurgical durant le transfert vers la salle d'opération. Les personnels chargés de transfert et de l'accueil au bloc opératoire doivent être munis d'équipements de protection individuelle. L'intervention est réalisée dans une salle sans modification de la ventilation. Il en est de même pour les procédures réalisées en dehors du bloc opératoire, notamment la salle de travail et le bloc d'endoscopie. Le personnel soignant du bloc opératoire doit être porteur d'équipements de protection individuelle. J'insiste, un élément très important, il faut éviter le mouvement de va-et-vient et les gens doivent être au minimum possible. Ils ne doivent pas quitter la salle opératoire avant la fin du geste. La désinfection des mains par friction hydroalcoolique est très important avant et après le contact avec le patient. Le nombre de personnes impliquées dans la prise en charge doit être limité au minimum. Ils ne doivent pas quitter la salle. La fin de la procédure, les gants sont ôtés immédiatement et une désinfection des mains par friction hydroalcoolique est réalisée avant le déshabillage. Après le déshabillage, évitez tout contact des mains avec les cheveux
et le visage avant une seconde friction hydroalcoolique parce que c'est un moment très important d'autocontamination. L'élimination de matériel en fin de procédure, donc on doit éviter de toucher les zones contaminées et le matériel anesthésique doit être nettoyé par les produits détergents donc habituels. Quel est le matériel nécessaire pour la ventilation au bloc opératoire? Alors j'insiste sur des éléments importants. 2 filtres doivent être utilisés. Un filtre entre le circuit ventilatoire et le masque facial, un filtre hydrophobe. Un autre filtre doit être utilisé, c'est au niveau du circuit expiratoire pour éviter la contamination de la machine. Alors, il n'y a pas de différence entre les filtres électrostatiques et les filtres mécaniques pour les patients COVID+. Les filtres doivent être changés immédiatement après chaque patient COVID+. Et bien sûr, pour aspirer le patient, on doit utiliser un système d'aspiration endotrachéal clos, équipé d'un système de filtre jetable. Alors, pour la procédure d'anesthésie sur les voies aériennes, bien sûr, le risque de transmission, c'est l'aérosol et les gouttelettes. Et la gestion des voies aériennes doit être menée par le senior de l'équipe, c'est-à-dire la personne la plus expérimentée, qui doit être menée par c'est-à-dire doit utiliser les moyens de protection, notamment un masque FFP2, des lunettes de protection et les gants jetables. Le personnel qui existe dans la salle doit être mené d'un masque chirurgical simple. Alors, on démarre l'anesthésie. Une préoxygénation en oxygène pur doit être utilisée. Une séquence d'induction rapide, crash induction, peuvent être proposées, et ça pour éviter la ventilation manuelle du patient qui risque de générer les gouttelettes et contaminer le personnel. Alors, si on est obligé de faire la ventilation manuelle, le masque d'anesthésie doit être appliqué par 2 mains pour éviter la transmission de gouttelettes. Un système d'aspiration endotrachéal clos doit être utilisé. Alors, si le patient présente une hypoxémie ou incapacité à tenir une apnée de 30 secondes, on peut ventiler avec un petit volume courant, bien sûr en utilisant un débit de gaz frais le plus faible possible pour maintenir l'oxygénation. L'intubation vigile sous fibroscopie n'a aucune place parce que le risque de toux et de transmission de gouttelettes. L'idéal pour intuber le patient, c'est d'utiliser le vidéolaryngoscopie qui existe partout dans les services de réanimation COVID+. L'intubation orotrachéale est préférable. Pas de place au masque laryngé parce que le risque de transmission est très important. La ventilation mécanique en pression positive doit être démarrée après, bien sûr, gonflage du ballonnet. Et bien sûr, le malade anesthésié doit être bien curarisé pour éviter la toux et la dissémination d'aérosols contaminés. Alors, si on est en dehors, par exemple, de bloc opératoire et salle d'endoscopie ou salle de travail ou autre, si le patient présente une détresse respiratoire, pas de place à la ventilation au masque ou la ventilation non invasive ou l'oxygène à haut débit. Ils sont contre-indiqués parce que le risque, c'est la transmission des gouttelettes. L'intubation doit être précoce. En cas de détérioration rapide de l'état respiratoire, le malade doit être intubé rapidement. En cas de prise en charge d'un patient transféré de réanimation déjà intubé et ventilé, le circuit de ventilation ne doit pas être déconnecté rapidement. Si on veut le déconnecter, une procédure doit être respectée, notamment le filtre patient est laissé sur la sonde. Une pause expiratoire doit être activée et un clampage de la sonde d'intubation doit être recommandé. Après la procédure, tout le matériel non protégé est jeté ou désinfecté. Alors, l'ALR, est-ce qu'elle a une place chez un patient Covid+, ou Covid-? Bon, Covid-, l'ALR, elle a une grande place.
Pour les patients COVID+, les mêmes consignes pour les patients sous anesthésie générale doivent être intégralement appliquées. Le patient doit être munis d'un masque chirurgical et l'équipe doit être protégée par un équipement de protection individuelle complet, à savoir le masque, les gants, les lunettes, etc. L'ALR doit être utilisé et fait par un senior le plus expérimenté. Et si le patient est sévèrement atteint, par exemple, il a un problème hémodynamique ou respiratoire, donc l'ALR n'est pas recommandé et à ce moment-là, on a recours à l'anesthésie générale. En post-opératoire, après la fin de l'intervention, le personnel de la salle de réveil doit être mené par un équipement de protection individuelle, les gants, les lunettes, le masque. Donc les composantes sont identiques au bloc opératoire. Si le séjour prévu pour le malade est moins de 60 minutes, c'est-à-dire un acte très court et en cas d'ALR, le réveil normalement doit être effectué dans la salle d'intervention. C'est-à-dire le réveil et l'extubation doivent être faits au bloc opératoire, puis le patient est transféré en chambre. Si l'intervention est prolongée, ainsi que le séjour prévu au réveil est plus de 60 minutes, le patient doit être transféré en SSPI par un masque chirurgical dans une pièce isolée au reste du patient par des paravents et le patient par la suite est transféré en chambre. En cas de patient en réanimation, après la fin de l'intervention, le patient est transféré directement avec la même procédure qu'on a dit au début, c'est-à-dire procédure du couloir et d'ascenseur, pour éviter la contamination du reste du personnel et du patient. Alors, je dirais pour une synthèse, pour les patients, par exemple, une intervention qui n'est pas urgente, toute intervention doit être, c'est-à-dire décalée et repoussée après la guérison. Si l'intervention est urgente, ça c'est pour le patient ayant des symptômes compatibles avec COVID+. Si l'intervention n'est pas urgente, il faut décaler l'intervention, 14 jours minimum. Si l'intervention est urgente ou semi-urgente, il faut faire un dépistage par un prélèvement systématique. Au bloc opératoire, c'est le port de masque FFP2 pour l'équipe de bloc. Si le patient est intubé, intubation et extubation en salle d'intervention. À la sortie, c'est le SSPI et le port de masque pour les patients, c'est kinésithérapie respiratoire et de mise. Ces résultats du dépistage COVID+, la procédure suit le même cheminement pour les patients COVID+. Pour les patients ayant un contact avec un cas confirmé de COVID-19, s'il a des symptômes, s'il est symptomatique, c'est la même procédure, c'est-à-dire repousser l'intervention. Si l'intervention n'est pas urgente, il faut repousser minimum 14 jours. Si l'intervention est urgente, dépistage COVID+, prise en charge au bloc opératoire avec la procédure classique FFP2 pour toute l'équipe, surtout qui gère les voies aériennes. Si le patient doit être intubé, l'intubation et l'extubation doivent être dans la salle d'intervention. À la sortie, passage en chambre individuelle. Si le patient est asymptomatique, la même procédure, c'est-à-dire patient qui a ayant un contact avec un cas confirmé, mais il n'a pas de symptômes. Si l'intervention n'est pas urgente, il faut repousser l'intervention minimum 2 semaines. Si l'intervention est urgente, donc c'est la procédure de bloc opératoire et de SSPI classique. Voilà, donc il y a une procédure résumée donc proposée par l'équipe de l'ASMAR et la Société marocaine de médecine d'urgence, qui résume en gros la prise en charge d'un patient prévu au bloc opératoire, que ce soit, c'est-à-dire l'isolement, en cas d'absence de signe de gravité, qu'est-ce qu'il faut faire, en cas de chirurgie urgente, la procédure d'anesthésie, procédure de transport, procédure d'intubation, donc tout est clair sur cette procédure. Voilà, donc on est de toutes les anesthésistes réanimateurs embarquent le même navire, donc on aura certainement des surprises, on aura beaucoup de malades, on aura des moments très très difficiles dans ce contexte.
Voilà, donc je vous souhaite un très bon courage et merci pour votre attention.